mind if I ask you a personal question? Hello Dave. Bonjour Wax. T'es prêt à répondre à mes questions? Ah ouais. Quel est ton plus ancien souvenir? C'était dans la cuisine de ma grand-mère, la mère de mon père. Et elle faisait des beureks, c'est un plat arménien. C'est de la pâte feuilletée avec du fromage dedans. Et je crois qu'elle mettait un petit peu de menthe. C'est l'innocence même, parce que même ce qu'elle disait, je le comprenais pas. Donc tu sais, t'es juste baigné dans un espèce de truc, c'est le bonheur. Voilà. Comme une berceuse. Voilà. La berceuse du bonheur. Voilà, c'est ça. Tu avais quel âge? 3 ans, un peu comme ça. Je pense que mon frère était pas né. J'arrive à me repérer dans mes souvenirs par rapport à mon frère. Vous avez combien d'écart avec ton frère? On a 3 ans. Comme moi avec ma sœur. Voilà. Oui, mais t'es l'aîné. Ouais. Ouais, c'est moi qui mettais les claques. Moi, c'est l'aîné. J'ai 3 ans de moins. Bon, on se claquait pas quand même. Bah, j'imagine. Quel est le principal trait de ton caractère? C'est mon immaturité. J'ai pas refusé de grandir. Vraiment, j'ai juste pas grandi, quoi. J'essaye, hein. C'est-à-dire que je me bats pour essayer de grandir. J'y arrive pas. Je suis tout le temps dans le même état, quoi. Bah, c'est pas ça. Je dirais que peut-être que tu as refusé de perdre ton innocence. Ouais, certainement, ouais. Peut-être t'as toujours aussi émerveillé et bercé par ta grand-mère qui te préparait des plats arméniens. Ouais, voilà. Ta qualité principale et ton défaut principal. Alors peut-être ton défaut principal, c'est ça, peut-être une certaine immaturité. Mais c'est ma qualité principale aussi. Mais aussi. Mon immaturité, elle me permet de créer sans avoir forcément besoin de plein de choses. Quand je te dis immaturité, c'est plus un terme générique. Je mange comme un ado, je vis comme un ado, je joue de la musique d'ado. Enfin, voilà, j'ai cette passion de la musique comme un ado. Et tout ce que je vis, tout ce que je fais, c'est comme un mec qui a 15 ans, quoi. Pourtant, tu la structures comme un adulte. Tu arrives à en vivre. Ouais, moi c'est très innocent. Il y a pas de vraiment de réflexion, mais il y en a tellement peu que justement c'est ça qui peut en fait causer des torts à mes proches. C'est que je me couche très tard, je me lève à des heures très aléatoires, je suis souvent en retard. Tu as été très ponctuel aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai été ponctuel, ouais. Chez une personne qui peut devenir ton ami, avec laquelle tu peux travailler, quelle est la qualité qui te touche le plus? Il y en a 2, tu vois, il y a l'humour et l'écoute. J'ai ma personnalité, j'ai mon physique, qui est ce qu'il est en fait, mais qui donne de fausses pistes aux gens. Et donc en fait, je remarque très très vite si quelqu'un ne m'a pas compris, s'il ne me connaît pas, c'est qu'il m'a pas écouté, en fait. Mmh. Quel est le défaut rédhibitoire? Le défaut qui fait que tu ne peux pas être ami avec la personne? Quelqu'un de buté, de moralisateur. Tu regardes par exemple un tableau, chacun voit ce qu'il a envie de voir. Et on peut après en parler et en débattre. Par contre, dire je préfère le rouge et l'autre dit je préfère le bleu. Il n'y a pas de débat. Est-ce qu'il y a vraiment débat? Non. Non. Et en fait, c'est pareil pour plein de choses. Ou pire, parler du tableau, mais il y en a un qui l'a vu et l'autre qui ne l'a pas vu. Ouais, voilà. Ouais. Et c'est souvent le cas. Ouais. J'ai toujours été surpris aussi. Il y a tellement de choses qui sortent en art, des critiques qui perdent un temps fou, qui peuvent écrire des pages et des pages de haine sur des choses qu'ils n'ont pas aimées. Moi, je préfère avoir, dans un magazine de rock, par exemple, avoir 5 chroniques d'albums, les 5 meilleurs albums du mois. Et à la limite, on a été déçus par ça, ça, ça et ça, mais ici, juste les trucs. Alors que là, c'est plutôt, t'as 5 pages de ratures, de machin, de ça c'est nul, ça c'est pas... Enfin... Ouais. La critique pour la critique. Qu'est-ce que tu aimerais être? J'adore ma vie. Je changerais pour rien au monde. J'ai déjà l'impression d'avoir tellement de chance, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas soif d'argent, j'ai pas soif de vivre ailleurs. J'aime Paris, j'aime ma ville, j'aime ma famille, j'aime mes proches, j'aime mon boulot. Ouais. Quelle est pour toi la définition du bonheur? Le bonheur, c'est quelque part la simplicité et avec un zeste de stupidité. Pour te prendre un exemple très simple, je suis arménien d'origine. Mes arrière-grands-parents et grands-parents ont subi de plein fouet le génocide arménien. Ils n'ont pas eu le temps de se poser ce que les Américains appellent les white problems, tu vois, les problèmes de blanc.
Mes arrière-grands-parents et grands-parents, ils pensaient vraiment juste à leur survie. C'est-à-dire que tu retournes à un état très animal. À partir du moment où tu commences à ne plus être dans la survie, mais juste dans la contemplation, bah, tu peux commencer à angoisser, parce qu'on n'est pas fait pour ça à la base. À la base, on est fait pour aller chasser. Or là, on n'est plus du tout dans cet état-là. Tu te retrouves sur une île déserte. Tu as droit à un objet, soit une arme, soit une lampe torche infinie, ou, troisièmement, une personne. Une personne, mais que tu ne connais pas, et une personne qui parle une langue que tu ne connais pas. Que choisis-tu? Aucun des trois. Je refuse ta proposition et je veux rester tout seul, sans aide, sans rien. Autant la jouer à fond. C'est-à-dire que, de toute manière, que j'ai une arme ou pas, je sais pas me servir d'une arme. Donc, je ferai une bêtise. Si j'ai une lampe torche, je pense que j'attirerai... je m'en servirai mal. Si tu veux, je préfère me mettre dans un état animal et retourner à... Je fais confiance à nos sens profonds. Et je me dis que... Alors, peut-être que je vais durer 3 heures avant de me faire bouffer la gueule. Ou peut-être pas, tu vois. De toute façon, je serai angoissé, quoi qu'il arrive. Donc, quitte à être angoissé, autant l'être au max. Quel serait pour toi le plus grand malheur? Plus grand malheur, qu'il arrive quelque chose à mes proches. C'est insoutenable. Insoutenable. Mais déjà arrivé par le passé. Et voilà. Qu'il arrive quelque chose à quelqu'un que j'aime. Possèdes-tu un objet secret? J'ai toujours un gris-gris sur moi. C'est le même ou alors C'est toujours le même. Non, toujours le même. Tu vois que j'ai plein de bagues, plein de choses, plein de bijoux, plein de... Mais j'en ai un. J'attends une bonne nouvelle, ou j'attends une mauvaise nouvelle, ou j'entends quelque chose. Je le touche, je lui parle. Enfin, je suis un peu timbré avec ce truc-là, mais voilà. Tu peux nous dire ce que c'est ou... Ouais, si tu veux. C'est cette petite statuette. Ouais. Ça, je t'ai toujours vu avec. Ouais. Et je l'ai jamais enlevé depuis que je l'ai. Ça fait 15 ans que je l'ai autour du cou. C'est le seul truc que je peux pas enlever parce qu'en fait, à la base, c'était très long. Un peu aussi long que ça, sauf que le lacet s'est rétréci. Il faudrait casser la corde, ce que je ferais pas. Mais est-ce que ça se rétrécit encore? Je pense que c'est arrivé à un moment où ça ne pourra plus rétrécir. D'accord. Du coup, même quand je fais des shootings ou des choses comme ça, où on me dit ah ouais, il faudrait... Non, je le garde. Je peux pas. Voilà. Il vient d'où? Il vient de Cuba. Ça a été un super beau voyage que j'ai eu de la chance de faire avec des gens qui étaient très initiés à cette île. Un moment de ma vie en plus assez particulier où j'avais besoin de voir d'autres choses, j'avais besoin de respirer, etc. Et j'ai rencontré une vieille femme qui faisait ses gris-gris à la main. Elle m'a dit, quand tu le mets, tu l'enlèves jamais. Et il partira pour te libérer un jour. Toutes mes superstitions, toutes mes croyances, tout... et concentré dans ce petit bout de bois. Dans quel pays aimerais-tu vivre? La France. C'est bien. Pourquoi? L'histoire de ma famille. Je suis le premier de la famille à être né en dehors d'Orient. C'est rare, parce que t'es quand même très jeune. Donc, ouais. Donc ils sont arrivés très tard. Et donc du coup, via les yeux de mes parents, je peux voir la beauté de ce pays. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai beaucoup d'amis qui ont des parents qui ont émigré, qui n'ont pas émigré, c'est les grands-parents, ou alors j'en ai qui sont juste français depuis des générations. Et ils sont souvent beaucoup plus critiques à l'égard du pays que moi je peux l'être. Tu réalises la chance? Ouais, en fait, je me dis, oh là là, ils viennent d'un endroit où c'était vraiment pas cool à l'époque d'y être, et tu sais, on parle souvent de racisme, etc. Il est partout. Partout. Est-il un lieu en France que tu affectionnes particulièrement? Paname. C'est ma ville. Je suis né ici. J'aime tout dans cette ville. C'est le bordel. En même temps, c'est magnifique. Enfin, ouais, c'est tout ce que j'aime. Tu vois, je t'ai dit dès le début, je suis immature. C'est mon playground. Je me vois pas vivre ailleurs, même plus tard. Parce que j'ai beaucoup travaillé aux États-Unis et j'ai une adoration pour genre la West Coast, tu vois. Je peux pas vivre avec les Américains. Moi, je les aime bien, tu vois, y a pas de souci. Quelques semaines, quelques mois. Ouais, mais voilà. Tu vas aux États-Unis, par exemple,
tu te fais 50 amis le premier jour. C'est vrai. T'as une merde, au bout d'une semaine, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et c'est amazing, but sorry. Tout le monde est là, genre, à des excuses. En France, tu galères à te faire un pote. Mais quand t'as un pote, t'as un pote. C'est très juste. Je me rappelle, j'avais été à Napa-Valley dans une famille qui était très très agréable quand j'étais en première. Et j'avais été surpris par ce côté accueil, même les voisins qui venaient vers toi. Et en même temps, je sentais qu'il y avait quelque chose de faux. Ça me manquait de profondeur, ça me glaçait. Ouais. Et je culpabilisais parce que je pensais que j'étais un petit Français cynique. Le pire, c'est quand tu travailles avec eux. En fait, quand tu travailles avec quelqu'un, tu peux très vite... parce qu'en fait, le travail, c'est du partage, mais il y a aussi plein de valeurs, tu vois, Surtout dans nos métiers. Ouais, surtout dans nos métiers, ouais. Et tu dois partager plein de trucs. Je sais que j'avais bossé sur une session studio pendant une semaine avec un ingé son, avec lequel on s'entendait super bien. 2 semaines après, on se retrouve dans un mall, c'est genre un supermarché énorme. Et je le vois, je fais « Ah, comment ça va ?» et tout, je vais le voir. Il était là « Ouais, ça va », enfin, tu vois, genre hyper évasif. Et puis, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» En fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'était pas payé. Il n'était pas payé pour venir me dire que tout était formidable, que c'était génial, que ceci, que cela, tu vois. Il était là genre « Oh. » Et en fait, le truc, c'est que chez les Américains, chez beaucoup d'Américains, ce que je te dis là, c'est monnaie courante. C'est des codes que je comprends pas. C'est des codes qui sont pas les nôtres. Et c'est vrai que nous, parfois, tu bosses avec des gens, ils tirent la gueule. Ouais. Ah ouais, mais tant mieux en même temps, ils tirent la gueule parce que mais c'est franc. Et Ouais. s'ils font un sourire, bah, c'est qu'ils ont vraiment envie de le faire. Ouais, complètement. Et pas parce qu'ils sont payés ou parce que leur job dépend justement de ce sourire. Comme les tips, en fait. Ouais, c'est un peu ça. On préfère la serveuse française que la serveuse américaine, quoi. Ouais. Un peu ça, ouais. Joliment dit. Y a-t-il un personnage de fiction qui t'a marqué? Un personnage de fiction que t'aimes, que tu affectionnes particulièrement? Ah ouais. Sangoku. Sangoku. Ouais, c'est... En fait, c'est comme moi dans la musique, tu vois. Moi, mon but, c'est pas d'être le meilleur. C'est tout le temps d'essayer de challenger mon potentiel. Constamment. Et d'essayer de faire mieux et de trouver des nouvelles méthodes. C'est comme un mec, c'est comme un basketteur pro qui va regarder, tu sais, après son match, plein de trucs sur YouTube pour voir comment ça a défendu telle équipe, tel machin. En fait, quand t'es pris par la passion, je pense que de toute façon, quand t'es pris par la passion d'un art comme la musique ou la sculpture ou ce que tu veux, il y a un côté assez enfantin. Tu vois, on veut jouer. On dit jouer de la musique. On dit pas travailler de la musique. Moi, je l'aime parce qu'il est très naïf et il a le cœur pur. Il est pas égoïste pour un sou. Très curieux. Moi, je suis très curieux. Ah, voilà, il représente tout ce que j'aime bien. C'est vrai, il te représente. Ouais, écoute, après, je sais pas s'il me représente. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que... Et ça, c'est une petite anecdote que je raconte très peu. Quand j'étais petit, tu vois, tu parlais des souvenirs au tout début. J'ai pensé vraiment que j'avais eu une queue de singe qui m'avait été coupée à la naissance. Exactement comme Sangoku. Et ça me déstabilisait parce que j'étais persuadé de l'avoir eu. Et alors, ça a créé un espèce de toc chez moi qui fait que je ne pouvais pas faire un tour sur moi-même si je ne faisais pas un tour sur moi-même à l'envers. Parce que j'ai l'impression que sinon, ma queue allait s'en mêler. Et ce qui est dramatique dans cette histoire, c'est que des années après, aujourd'hui, je peux toujours pas faire un tour sur moi-même. C'est resté un toc. Donc tu me verras jamais faire un tour sur moi. Par exemple, sur scène, c'est marrant. Parce que je joue avec un groupe de rap rock, un peu punk, qui s'appelle les Winkles. Et donc on bouge beaucoup sur scène. Quand tu me vois faire un tour sur moi-même, ça me reste dans la tête. Il faut que je fasse le tour sur moi-même dans le sens inverse. Donc je peux attendre genre 3-4 mesures, mais je le ferai à un moment donné. Tu me verras jamais... genre les gens qui dansent en tournant là, sur eux-mêmes, là, moi je peux pas. Je compte. On en a fait 5, il faut en faire 5 dans l'autre sens. Tu vois. J'ai trouvé une fin. C'est entre la superstition et le toc. Ouais, et le toc, ouais. Complet. T'as des rituels, justement? Disons que je suis quasiment obligé, mais c'est par nécessité, vraiment par besoin, de jouer au moins 1 heure par jour de la guitare.
peu importe où, peu importe comment. De toute façon, j'ai toujours une guitare sur moi, pas loin. Et je fais un peu de gainage le matin. Voilà, c'est mes deux trucs, c'est mes deux rituels Je de la crois journée. je crois qu'on les partage. Ouais, voilà. Je fais aussi le gainage Ah, voilà. et moi aussi sur le piano. Voilà, bah, tu vois. Dans la vie réelle, as-tu un modèle, as-tu des modèles, des gens que tu estimes? Je vais prendre directement un mec, juste que je trouve trop cool, c'est Rick Rubin. Voilà. Parce que c'est le modèle de ce que moi j'aimerais faire dans ma vie. Parce que avant j'adorais lire les pochettes de, tu sais, dans les pochettes de disques, il y avait tout le temps des livrets. Et il est marqué produit par Rick Rubin, machin. Je lisais les trucs, les remerciements. Et je faisais ça sur plein d'albums et je disais, ah mais attends, mais il a produit aussi ce truc-là. Et tu sais, je faisais des rapprochements entre Johnny Cash, AC/DC, à l'époque, genre Danzig, des groupes genre Slayer et tout. Je me disais, mais attends, mais ce mec-là, Public Enemy, il a tout produit. Enfin, vraiment, il a créé Def Jam, il a fait tellement de choses. Il a des notions de tout, mais il est jamais imposant dans ses choix. Il dit juste à un artiste, moi, voilà, tu viens me faire écouter de la musique, j'aime pas. Moi, je trouverais ça bien si tu faisais ça. On pourrait bosser si on fait ça, mais c'est pas Phil Spector, tu vois. C'est pas le mec qui va te mettre un flingue sur la tempe. Back to mono. Voilà, ouais, exactement. Non, lui, c'est... il va juste venir te voir, dire, ton morceau, il est pas mal, enlève 3 BPM sur le refrain. Voilà. Tu sais, il va te donner un conseil, mais et tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? T'essayes et... Il est dans l'écoute. Ouais, voilà, ouais. Il est dans l'écoute. Il y a des artistes qui lui ont reproché de ne pas être assez présent, tu vois. Pour un producteur, c'est rare. En général, on dit que justement le producteur est trop là, il veut trop faire partie du groupe, trop être leur pote. Ce que tu me dis, en fait, me touche beaucoup et me rappelle une personne. Mon père. Ah ouais? Ouais. Mon père, souvent, en fait, dans mon enfance et le début de mon adolescence, je l'ai vu comme quelqu'un qui n'était pas souvent là, justement, pas trop présent, happé par son métier. Et je pense qu'en vieillissant, je le découvre de plus en plus. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le jugement, il ne va pas être dans imposer son point de vue. Il ne m'a jamais rien imposé. Même sa présence a toujours été discrète. Et à chaque fois que je suis venu vers lui en lui disant « je veux faire ça, je veux être ingénieur du son, je veux changer, je veux monter une société », et j'en ai fait plein de choses très différentes, il m'a jamais dit « c'est bien, c'est pas bien ». D'accord. Et puis il est revenu un peu plus tard vers moi en me disant « tiens, je pense que ce statut pourrait être bien pour ta société ». Ouais, en fait, c'est avoir la sagesse de divulguer juste les bons conseils. Enfin, c'est hyper rare. C'est rare. C'est hyper rare. Hyper rare. C'est rare et je m'en suis rendu compte assez tardivement. Et en même temps, je suis content que cette personne, pour moi, je pourrais dire c'est mon père. C'est beau ce que tu dis parce que c'est... En fait, c'est là où on peut switcher. Enfin, moi, je switch souvent entre l'immaturité et un peu plus la sagesse. Et que c'est pareil, tu sais, on peut toujours en vouloir à ses parents pour telle et telle raison en disant ouais... Mais savoir se rendre compte de ces choses-là, ça nécessite beaucoup de temps et beaucoup de... Ouais, beaucoup de maturité, finalement. En quoi la technologie a changé ta vie? Mon père est quelqu'un qui n'a fait que... Enfin, de sa vie, il ne vit qu'à travers de la technologie, en fait. C'est lui qui a créé la puce qui permet d'envoyer des ondes d'un point A à un point B mouvant. Donc, si tu veux, les téléphones portables, quand tu as des caméras embarquées dans des voitures qui envoient des images à une station, tu vois, par exemple, quand tu regardes ce que personne ne regarde les 24 heures du Mans, avec une voiture qui va hyper rapidement et tu vois ce qui se passe dans la voiture, bah, c'est équipé de cette puce-là. Quand tu vas dans un restaurant et que tu mets ta carte bleue et que ça envoie tes informations à un terminal, il y a cette technologie-là. Il a inventé ce procédé. Donc la technologie, chez moi, c'était essentiel. Mon père est un curieux. De toute façon, les gens qui inventent des trucs comme ça, ce sont des gens qui... C'est pas pour faire avancer la science ou quoi que ce soit. C'est juste pour dire, oh, ça serait possible. Ça serait possible. C'est des créateurs. Tu vois, dans Dragon Ball, par exemple, il y a le haricot magique. Et moi, pour moi, technologiquement, c'était fou quand j'étais petit. Je me disais, avec ce petit truc, tu vas manger pour l'équivalent de 2 jours. Et mais faites pousser ça en Afrique, les mecs. Tu t'envoies ça partout. Parce que quand j'étais petit, il y a eu ce truc-là en Somalie où tu devais collecter le riz pour le renvoyer. Et j'étais en primaire, tout le monde collectait du riz, tout le monde devait ramener du riz. Ma mère m'avait mis du riz dans un sachet et tout.
Je me rappelle, j'avais été ultra touché à l'époque. Je m'étais dit, mais pourquoi on leur envoie pas des haricots magiques? Et des années plus tard, je me dis que la technologie, il faut qu'elle serve à ça, à aider les gens, quoi. Qu'est-ce qui stimule ta créativité? La nuit. Je crée que la nuit, moi. Moi, c'est mon moment préféré de la journée. C'est le moment où je... Et c'est horrible pour les gens avec qui je vis, tu vois. Mais c'est d'être sur mon canapé à 2 heures du mat avec ma guitare, tout seul, tout éteint, lumière éteinte. Pas un bruit, rien, pas de portable, que dalle. Juste moi, ma guitare. Et là, je suis bien, quoi. Alors des fois, ça mène... Le but, c'est pas que de créer quoi que ce soit. Mais il y a des fois où je suis obligé de me dire, ah, ce truc-là, c'est mortel, il faut que je le garde. Et il y a des fois, je me dis rien. Je me dis juste, j'ai passé un bon moment. Et là, je vais au lit. Et quelle heure? Ah, 4 heures. Ouais. Voilà. Quel est le don de la nature que tu aimerais avoir? De dormir que pour le plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que si un jour, bah, je peux pas dormir, bah, c'est pas grave. De ne pas être tributaire de la récupération corporelle. Voilà, exactement. C'est... Je dors que pour le plaisir. Oh, trop cool. Et ça m'arrive, hein, en vacances, des fois, je me dis, je suis pas du tout fatigué, mais tu sais quoi, je vais faire une sieste juste pour le plaisir. J'adore ça, quoi. Mais ça te résume en fait. T'as envie de vivre que pour le plaisir. Ouais, voilà, ouais. C'est mon logo. Le plaisir. Tu es un hédoniste. Ouais, voilà, c'est ça. As-tu un cauchemar ou un rêve récurrent? J'avais un cauchemar récurrent, ouais. J'étais dans la maison de mes grands-parents avec mon petit frère. C'est une maison à 2 étages. On était au 2e étage, dans une chambre qu'on partageait. À chaque fois, dans ce cauchemar, ça commence dans cette pièce où on est tous les deux. J'entends des bruits et je sais tout de suite que la maison est infestée d'aliens. L'alien de Ridley Scott. Hein. Je sais qu'il y en a plein. Je sais qu'ils nous regardent. Je sais que c'est fini. Et la question, à chaque fois que je me pose dans ce truc-là, c'est comment je vais mourir. Et surtout, comment je vais sauver mon petit frère. Et combien de fois je me suis réveillé en nage. Alors un coup, c'est, tu sais, je me bats et il y a sa langue qui sort, et voilà. Il y a un coup où, en fait, carrément, il me met un coup de griffe par derrière. Enfin, tu vois, des fois, la mort est horrible parce qu'elle est très, très lente. Et des fois, elle est, genre, éclair. Tu fais encore ce rêve ou c'est terminé? Je l'ai fait une dernière fois, je crois, il y a 3-4 ans. Et j'ai réussi à m'enfuir. Je me suis quand même réveillé en nage, mais j'avais réussi à m'enfuir. Et je savais que mon frère était safe. Je pense honnêtement que c'est juste parce que c'est une maison à la campagne, que la campagne, j'y étais pas habitué quand j'étais petit, étant parisien. C'est peut-être l'isolement, en fait, qui me faisait peur. C'est ce que tu as dit. Tu finirais ta vie à Paris, pas dans un lieu isolé, seul. Je veux crever devant tout le monde. Justement, tu réponds presque à ma question avec ce cauchemar et cette boutade. Comment aimerais-tu mourir? Comme Galabru. Dans mon sommeil, pas me réveiller le lendemain. Que la personne qui m'accompagne à ce moment-là, quand elle vient dans le lit, elle me voit avec le sourire. Moi, je respire plus, mais on voit que c'était... Et quelqu'un de ma famille, ça s'est passé comme ça. Tout allait bien, elle fait le marché, tout va bien. Ah, elle pose son sac, elle dit à ma tante, oh, je vais juste m'asseoir. Elle s'assoit, le sourire avec la lumière sur la tête, elle s'endort. Voilà, elle part. Magnifique. C'est beau, c'est le mort parfait. Ouais, on peut pas rêver mieux. Franchement, l'enterrement, c'était juste du bonheur. On était tous là, genre, oh là là, que des hommages magnifiques sur sa vie. On a parlé de sa vie, pas une seule seconde, ni d'une maladie ou d'un truc. C'est assez rare pour être noté, donc c'est ça que je rêve. C'est d'avoir un truc comme ça, parce que pour tes proches, c'est super. Puis toi, tu l'as pas vu venir. Ta devise, ou ton épitaphe, ce qu'on pourrait mettre marqué sur ta tombe. Sérieusement? Oui. Ben voilà, c'est ça. Tu m'as eu. C'est ça que je mettrais. Je crois que c'était un des frères Marx qui avait mis sur sa tombe un truc genre je vous avais bien dit que j'avais quelque chose. Parce qu'il était hypochondriaque. Et j'avais trouvé ça hyper drôle, tu vois. Moi, je trouve ça classe d'être marrant jusque dans l'au-delà, quoi. Oui. Tu as 1 minute pour transmettre ton dernier message translunaire. Bah dis donc.
Alors, ce qui est incroyable, c'est que non seulement c'est une très belle pièce, mais c'est surtout une pièce qui n'a jamais existé dans le manga. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Sangoku est grand, déjà il n'a plus du tout son bâton, qu'il a perdu parce que c'était pour relier l'au-delà au royaume du chat, là. Enfin, le palais du chat. Mais j'adore. Fan. Et évidemment, la BO d'Alien. C'est un peu angoissant quand même, parce que je suis censé être dans l'univers là. Être avec ça, je sais pas si je l'écouterais, perso. En tout cas, si j'avais un message à faire passer à des gens qui m'écouteraient plus tard, euh, je paraphrais Booba et je dirais garde la pêche. Le reste, c'est des conneries.